Voilà, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous allons poursuivre et conclure l'émission Le Débat entamée la fois passée sur le rôle du Fonds monétaire international, toujours avec le même invité, Dieudonné Bifoumanou, juriste, fiscaliste et auditeur interne. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces mêmes pays pauvres, ces mêmes pays continuent à s'obstiner à rester dans les girons du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, connaissant cette réalité-là? Oui, merci beaucoup pour l'invitation et pour la parole. Nous devons savoir que les fonds monétaires, comme la Banque mondiale, sont des institutions internationales. C'est-à-dire, tous les pays du monde qui ont accepté à adhérer à ces institutions sont membres. Donc, c'est un bien mondial. Et ce sont des structures, pour le moment du moins, indispensables au monde. Si les fonds monétaires, comme la Banque mondiale, n'existaient pas, le monde serait déséquilibré pour le moment. Donc, leur existence est fondamentale. Mais le monde n'est jamais équilibré depuis 1945. Non, si c'est-à-dire le décalage serait plus fort encore. Donc, nous aurions d'un côté des plus riches qui imposent tout, et de l'autre des faibles qui subissent tout. Mais les fonds monétaires comme la Banque mondiale essaient un peu d'équilibrer. Là, on ne doit pas nier ce rôle important de la Banque mondiale comme du Fonds monétaire. Et nous, États, étant membres d'ailleurs de ces institutions, nous avons intérêt, nous avons le droit de bénéficier du bienfait ou des bienfaits de ces institutions. Mais maintenant, ce qui dérange, c'est que malgré l'existence de ces institutions qui devaient générer un bien-être auprès des États, les États malheureusement ne parviennent pas à atteindre ce niveau-là. C'est ainsi que nous, c'est un constat général. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas nous plaindre en disant les fonds monétaires ont tort, les États ont tort. Non, ce n'est pas le rôle d'un chercheur comme nous. Nous positionnons le mal, on fait les diagnostics, on situe le mal et on propose des solutions. C'est ainsi que, après avoir, en tant que, comme je l'ai dit la fois passée, je n'analyse pas cette situation en tant que juriste ou en tant que fiscaliste, non. Mais j'analyse la situation en tant qu'auditeur interne. C'est-à-dire qu'il y a cette spécialité-là de la maîtrise des risques de l'audit interne. C'est quand on se situe sous cet angle qu'on comprend ces failles-là. Et pour bien comprendre la faille, maintenant je vais réexpliquer la même chose, mais autrement. Prenons l'hypothèse d'une maman. Une maman est très nécessaire pour un enfant. Comme l'enfant est nécessaire pour la maman aussi est nécessaire pour l'enfant. Donc les deux ne peuvent que cohabiter. Mais maintenant, imaginez une maman qui dépose la nourriture sur la table. L'enfant a à peine peut-être 1 an et quelques. Elle ne se pose pas de questions. Est-ce que l'enfant va bien manger? Elle dépose la nourriture, maintenant, mange. Et l'enfant, qui ne sait même pas encore bien utiliser la cuillère, se met à prendre la nourriture, essaie de mettre dans la bouche, ça n'entre pas convenablement, et puis il se retrouve avec une nourriture qui s'est renversée peut-être sur la table, sur ses habits, tout ça. Maintenant, une maman consciencieuse va faire quoi? Elle peut se poser des questions, mais ce que j'ai mis comme nourriture dans l'assiette, et la quantité que j'ai vue à table, sur les habits de l'enfant, sur le corps, mais c'est presque les 9/10. Donc l'enfant n'a consommé que 1/10. Une question, M. Bifoumanou. Beaucoup de personnes qui ont travaillé ou qui ont bénéficié des services de la Banque mondiale et même du FMI dans notre pays nous ont appelés pour réagir par rapport à votre analyse. La plupart étaient d'ailleurs surprises d'apprendre que, écoutez, le FMI notamment ne maîtrise pas mieux les risques dans la conception de ces programmes exécutés dans notre pays généralement. Alors, la première question, est-ce que la RDC pourrait continuer à faire confiance à une telle institution qui a du mal à s'assurer, si je dois vous emprunter le mot, que ces programmes sont efficaces dans leur mise en œuvre? Justement, c'est-à-dire faire confiance dans la démarche, les pays peuvent se poser des questions. Faire confiance dans l'importance initiale du Fonds monétaire,
là, il n'y a pas de problème. Mais faire confiance aux analyses, le problème ne se situe pas au bien fondé de l'existence du Fonds monétaire. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, nous sommes dans la démarche. Est-ce que la démarche empruntée par le FMI peut-il encore nous obliger à faire confiance à cette démarche? Est-ce qu'on ne peut pas proposer au Fonds monétaire de changer la démarche? Nous sommes maintenant à ce niveau-là. Parce que la démarche, les résultats sont négatifs. Tout le monde le dit. Je ne suis pas le seul à reconnaître ça. Mais je dois vous avoir bien suivi. C'est vrai, la démarche, vous la critiquez, mais le bien fondé, vous avez parlé de l'équilibre entre les riches et les moins riches, et même les pauvres, parce que nous nous sommes situés sur cette échelle-là. Est-ce qu'on peut dire que le FMI a réussi sa mission? Parce que ça dépend également des potentiels et plus loin de la capacité de chaque pays à créer ses richesses. Oui, c'est-à-dire, comme je l'ai dit la fois passée, le Fonds monétaire, dans sa vocation première, n'était pas là pour concevoir des plans au profit ou des programmes au profit des pays. Ça, c'est une évolution qui est arrivée en retard. Disons après une crise. La crise qui avait amené le monde à concevoir le Fonds monétaire de la Banque mondiale, ce problème a été réglé. C'est ainsi qu'on a cherché à ce que le pays puisse être aidé à ce qui concerne la balance de paiement pour le Fonds monétaire et obtenir des financements, des gros financements pour des gros investissements pour la Banque mondiale. Cette vocation a été réalisée. Donc, cet aspect a été réalisé. Mais maintenant, quand les fonds monétaires, devant une autre crise post-création du Fonds monétaire, le Fonds monétaire a été créé, évolué et une crise est née. Maintenant, pour résoudre cette nouvelle crise-là, on a voulu que les fonds monétaires proposent des programmes aux pays demandeurs. Vous voulez avoir un financement, on veut dire passer par les fonds monétaires, et pour que les fonds monétaires garantissent aussi le remboursement de ces financements au profit des bailleurs de fonds, ils vous proposent un programme. Maintenant, ces programmes-là qu'ils ont commencé à proposer, nous constatons que ce sont des programmes qui n'ont pas tenu compte de tous les aspects, parce que, in fine, sont des programmes qui sont avérés moins 10 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer avec cette démarche du Fonds monétaire, des programmes, avec les démarches, parce qu'ils ont un prototype de programme qu'ils proposent à tout le monde, ou bien on doit demander au Fonds monétaire de changer de stratégie? C'est ainsi que nous sommes dans la logique que les fonds monétaires puissent changer sa stratégie. Oui, parce que vous parlez de stratégie avant que Oscar pose la question. La stratégie, nous la connaissons peut-être, c'est au niveau, d'abord, les prêts que ces institutions-là donnent, c'est pour créer un cadre juridique, un cadre institutionnel, avoir des missions, des explorations au niveau déjà local, ce qui coûte déjà les missions et aussi des employés, des experts qui viennent. Et on parle par moment de la moitié des fonds qui financent des programmes dans nos pays qui soient consommés par des missions et même la rémunération du personnel, la prise en charge du fonctionnement. Est-ce que ça aussi, ça peut changer si les fonds monétaires ne surveillent pas les programmes qui s'exécutent dans nos pays, qui sont réputés aussi dans la gestion discutable? Est-ce que les fonds monétaires pourraient avoir des résultats, même le peu que vous critiquez aujourd'hui? Mais justement, déjà, quand il y a ça, vous sentez que ce qu'on appelle la cartographie des risques en matière d'audit interne comme de maîtrise des risques, ce qu'on appelle la cartographie des risques n'a pas été bien faite par les fonds monétaires. Parce que comment vous voulez financer, vous voulez atteindre un objectif. Mais dans la définition de cet objectif, vous devez avoir tous les aspects. Vous devez savoir combien sera consommé concrètement par les projets, combien sera consommé par les missions et ainsi de suite. De sorte qu'avant même d'envoyer la mission, on doit déjà avoir sur la table, sur 10 millions de dollars par exemple, qui constituent des projets, autant sera affecté au financement, disons, à la paie du personnel, aux missions, et puis autant sera affecté à ces sources-là. Vous-même, vous allez voir déjà sur papier avant même de commencer. Les études aussi. Mais c'est ça les études. Donc quand les études sont bien faites, et les études actuelles, ce n'est pas un bureau d'études qui doit faire ça et ça, mais un bureau d'études qui doit, commencer par faire l'état des lieux de l'environnement.
nous voulons créer ou concevoir un programme pour la RDC dans tel domaine. Quel est l'état des lieux de la RDC sur le plan institutionnel, sur le plan du personnel, sur le plan des cadres? Parce qu'il y aura des gens qui vont gérer ce projet-là. Est-ce qu'ils ont un personnel suffisant, compétent? Tout ça, ça se conçoit dès le début. C'est ça l'étude de l'environnement. Maintenant, quand vous savez que nous devons former au moins 10 personnes pour cela, donc vous intégrez ça dans le plan. Il y aura une formation de 10 personnes. Nous allons faire ceci. À cet endroit, il n'y a pas de pont. Il faut qu'on conçoive des ponts. Il faut prévoir des ponts. À cet endroit, il n'y a pas cela. Donc, quand l'étude de l'environnement est faite, maintenant, vous attaquez l'aspect définition des objectifs. Comme l'état des lieux est celui-là, maintenant, nous devons définir les objectifs. Nous voulons quoi devant un environnement comme ça? Maintenant, quand vous avez défini les objectifs, pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit éviter? C'est-à-dire, quel risque on doit prévoir? Tout ça, anticiper. Tout ça, ça s'étudie avant même de sortir un seul rond pour envoyer au pays. Ça peut être si ce sont des experts, ils sont payés déjà par les fonds monétaires, ils n'ont pas besoin d'autres fonds. S'il y a des corrélations spéciales, ça c'est autre chose. Mais ces études-là sont indispensables. Quand vous avez identifié, maintenant vous identifiez, quand vous avez défini les objectifs, vous identifiez les risques. Et identifiez les risques. Quand vous avez identifié les risques, vous évaluez ces risques-là. Est-ce un risque? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'appétence des risques, c'est-à-dire un risque acceptable. Ça peut exister, même si ça intervenait, mais ça ne va pas nous déranger. Alors, comment se fait, M. Dieudonné, comment se fait en fait l'affectation des ressources une fois le programme déjà entamé? Mais justement, maintenant quand on a fait tout ça, c'est-à-dire on a fait même le traitement de ces risques-là. Oui. C'est là où on donne les solutions que nous devons affecter autant à la construction d'un pont. Nous devons affecter autant à la formation, au renforcement des capacités de ceci. Nous devons affecter autant. Tout ça maintenant, c'est quand on traite qu'on dégage tout ça. Sous les regards des experts. Mais ce sont les experts qui font ce travail. Maintenant, quand ils ont terminé à faire ce traitement, facilement, on peut arriver, oui, le budget qu'on a proposé est bon. Parce que quand on aura cet argent, on va là par où nous devons commencer, qui sera le premier acteur. On vous dit maintenant, l'argent tombe, le premier acteur, ce sera tel. Quel acte va poser tel acte. Après, ce sera tel. Tout ça, ça s'étudie. Et quand vous avez fait cette étude, donc vous avez fait ce qu'on appelle la maîtrise des risques. C'est-à-dire, les risques ne vont plus vous surprendre comme si vous étiez un néophyte. C'est-à-dire, il y aura des risques qui pourraient intervenir, mais au moins vous pourrez facilement les anticiper ou les amortir. Et vous devenez un bon élève. Mais bien sûr. Mais pour être un bon élève, oui, il faut partir d'un référentiel. On va vous coter par rapport à quoi? Quand le référentiel là est bien fait, c'est-à-dire cette maîtrise des risques est bien faite, c'est-à-dire la maîtrise des risques c'est une finalité. Mais comment on maîtrise les risques? C'est par ces contrôle interne, vous faites tout ça. Et comment avoir un bon contrôle interne? Comme je l'ai dit. Donc, vous devez définir, évaluer, traiter. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la maîtrise des risques. Et vous devez ça devient un référentiel. Vous devez obéir au doigt et à l'œil des gesticulations des experts du Fonds monétaire international. Non. Mais c'est ça, mais ça peut être un risque aussi. C'est-à-dire le caprice d'un expert. C'est un risque qu'on peut évaluer. Pendant qu'on évolue, attention, quand nous allons faire ceci, nous risquons d'être attrapés par un expert qui viendra dire ceci ou cela, et puis nous retardons encore. C'est un risque qu'on peut évaluer. Quand on a bien fait l'identification des risques, on peut aussi dévancer ça. Mais les contradictions chemin faisant, est-ce qu'elles sont admises à partir du moment que tous les papiers ont été signés par les deux parties? C'est-à-dire, si cette étude, cette analyse est bien faite, il y aura moins de contradictions. Mais on voulait aussi relever en fait, c'est que la plupart d'analyses, la plupart d'études sont faites au niveau international, c'est-à-dire au niveau de sièges de ces institutions. Nous, peut-être, nous subissons. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aussi, au niveau du gouvernement, le gouvernement congolais, par exemple, n'a pas des politiques sectorielles qui peuvent l'aider à concevoir des programmes aussi spécifiques selon chaque matière
qui pourraient bénéficier des ressources ou bien des appuis qui viendraient de l'extérieur, par exemple. Mais justement, c'est-à-dire, parce que notre pays aussi, ou comme les autres pays du tiers-monde, sont emballés. Ces pays n'ont même pas aussi en leur sein cette philosophie de la maîtrise des risques. Parce que déjà, les études coûtent cher. Vous savez, la plupart des études qui viennent aider les investissements extérieurs sont faites par des firmes internationales. Et ça mais tout ça, ce sont ces genres de risques qu'il faut analyser. Pourquoi on doit faire venir nécessairement les firmes internationales? Est-ce qu'ici, il n'y a pas de compétences locales? S'il est prouvé qu'il n'y a pas de compétences locales, est-ce qu'on ne peut pas former, renforcer ceux qui ont des petits prérequis? On ne peut pas renforcer leurs capacités pour qu'ils soient à même de concurrencer les firmes internationales. C'est tout ça que le pays doit analyser. C'est-à-dire, voilà, quand on peut se retrouver avec une centaine, même plus de 1000 risques. Maintenant, on évalue ces risques-là pour dire, bon, pour qu'on ne fasse pas appel aux experts internationaux, formons les nôtres. Comme ça, ils vont nous aider à décanter cette situation. Mais il y a de temps en temps des évaluations à mi-parcours avec les experts du Fonds monétaire international. Quand ils viennent évaluer, oui, ils viennent évaluer en fonction de leur référentiel. Parce que pour évaluer quelque chose, il faut partir d'une chose et puis vous avez l'autre à côté. Maintenant, vous comparez. Quand, par exemple, le Fonds monétaire est venu évaluer la capacité de l'administration fiscale de la RDC, mais ils ont utilisé un référentiel qu'ils appellent outil TADAT. C'est leur référentiel. Maintenant, on vous dit, bon, d'après notre référentiel, vous devez être comme ceci. Est-ce que vous êtes comme ça? Oh non, zéro. Et ici, vous devez faire ceci. Est-ce que vous faites ça? Zéro. C'est eux qui ont conçu leur outil, et quand ils viennent, ils comparent ce qu'ils ont prévu et ce que vous faites. Les sortes de l'administration fiscale... Et c'est des outils pour la plupart qui donnent des résultats qui soient rationnels pour toutes les parties. Mais parlons aussi de notre propre administration qui a du mal à se concevoir une logique dans la gestion des affaires publiques. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi bien aménager le terrain pour qu'on soit toujours des mauvais élèves comme Oscar venait de dire? Mais c'est ça justement. Alors ils en sont pour rien? Non, attention. C'est-à-dire, partons de cette réalité. L'approche risque existe. Elle a été conçue par eux. Ce n'est pas nous au Congo qui avons conçu l'approche risque. C'est-à-dire les deux COSO, Committee of Sponsoring Organization. C'était une commission créée par le Sénat américain et confiée à un sénateur Treadway. De sorte que c'est lui qui a dirigé cette commission, des experts. Ils ont analysé la situation, non pas en fonction du Congo, en fonction d'une structure ordinaire. Comment une structure peut-elle bien évoluer? Ils ont rendu le premier rapport en disant on doit avoir un contrôle interne très efficace pour anticiper certaines erreurs. Ils ont commencé à appliquer les COSO 1 parce qu'il faut renforcer le contrôle interne. Mais en appliquant, ils se sont rendus compte que non, le contrôle interne seul ne suffit pas. Il faut renforcer ce contrôle interne par l'approche risque. C'est ainsi que l'étape qui ne parlait que de l'évaluation des risques a été multipliée. De cette étape-là, on a dégagé 4 étapes. D'une seule étape, au COSO 1, on a dégagé 4 étapes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord définir les objectifs, identifier les risques, évaluer les risques et enfin traiter les risques. Donc ils ont compris que cette démarche de définir les objectifs, d'identifier les risques, de les évaluer et de les traiter était une démarche indiscutable. Et elle était très importante. C'est vers les années 2013. C'est à partir de là qu'on a commencé maintenant à moderniser les administrations, même les services. Donc, quand vous êtes informé de cette réalité, mais pourquoi continuer à évoluer comme à l'Antiquité, alors que le modernisme est déjà... Non, mais ça demande aussi des moyens, des ressources, du personnel formé, ça nous en avons parlé la fois passée. Mais est-ce que c'est ça le vrai défi de la RDC pour... Actuellement, c'est le grand défi. Je dis bien, c'est le grand défi. Tant que la RDC n'aura pas intégré dans sa gestion courante cette approche risque, je donne ma main à couper, 10 ans après, nous serons à la même situation. Mais alors, dites-moi, aujourd'hui, on parle des pays émergents.
la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, les consorts. Est-ce que tous ces pays émergent, permettez la tautologie, tous ces pays émergent grâce à l'intervention du FMI et de la Banque mondiale? Non. Les pays émergent pas nécessairement avec l'aide de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire. D'ailleurs, un téléspectateur disait il n'y a aucun pays qui peut dire qu'il s'est développé grâce aux appuis ou même à l'expérience des institutions. Maintenant, posons les pays émergents là. Bon, malgré l'absence du Fonds monétaire et de la Banque mondiale dans ces pays, comment ces pays se sont-ils développés? La réponse, c'est dans le sérieux de leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont intégré de l'approche risque sans le savoir. Il n'y a que ça. Parce que quand vous n'êtes pas sérieux dans votre travail, mais qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Il faut vous connaître, de le connaître toi-même, dont a parlé Socrate. Mais ce n'était pas de la blague. Bon, est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que nous connaissons nos points forts et nos points faibles? Il faut une étude pour dire, c'est que je dis, n'ayons pas honte. Quand vous avez honte déjà de reconnaître votre faiblesse, c'est que vous ne voulez pas évoluer. Mais combien de séminaires ou de colloques auxquels on a assisté aussi sur le pays? Le coulage des recettes, par exemple. Tout un atelier, on a dépensé de l'argent au Grand Hôtel. Je leur ai dit, j'étais là, je leur ai dit, je viens manger gratuitement. Mais sinon, je sais qu'il n'y aura rien de bon. Et qu'est-ce qu'il y a eu de bon après? Rien. Il y a eu un autre colloque, on a fait venir même des experts des pays étrangers, la réforme fiscale. Je n'étais pas à cet atelier, mais quand j'ai lu les conclusions, je me suis rendu compte qu'ils ont perdu leur temps. Parce que le connaître toi-même est fondamental. La qualité de nos administrations. Mais ça vous fait dormir debout. Nous ne sommes pas bien organisés. Mais est-ce que nous fournissons un effort pour bien nous organiser? Et comment il faut bien nous organiser? Mais c'est l'approche risque qui vous aide à organiser les services. Mais vous savez déjà, l'autre grand risque dans lequel le pays court tous les jours, c'est la qualité de notre éducation. C'est ça aussi tout le problème. C'est-à-dire, dans l'approche risque, ce sont les aspects que vous allez ramasser. L'éducation, la qualité de la culture. C'est pas un aspect le moindre. Ce n'est pas moindre, il y a beaucoup. D'ailleurs, malheureusement, je ne suis pas venu avec mon ouvrage ici, sinon j'allais vous montrer ce que j'ai prévu comme les différentes dimensions qui plombent notre pays. La qualité de l'éducation. Est-ce que l'éducation, notre éducation, est-elle tournée vers le développement? Qu'est-ce qu'on devait apprendre aux enfants? Ce qu'on devait apprendre aux enfants pour booster le développement, est-ce qu'on le fait? De la maternelle à l'université. La culture de nos populations. Parce que la culture, c'est sans effort qu'on l'acquiert. Est-ce la culture ou les différentes cultures de notre pays sont-elles favorables au développement? L'histoire de notre pays, est-ce que telle que l'histoire est contée, ça nous permet de mieux nous développer? Parce que l'histoire, il y a eu beaucoup de faits. Mais ce sont les faits jugés utiles qu'on rassemble. Est-ce que les faits jugés utiles de notre histoire ont-ils déjà été bien rassemblés pour que nous puissions bien, disons, assurer à nos enfants une bonne connaissance du pays? Sur le plan politique, est-ce que le comportement des politiciens, l'organisation de la dimension politique dans notre pays est-elle favorable pour booster le pays? Et je sais que partout là-bas, c'est non. Mais malheureusement. Maintenant, comment voulez-vous avoir un pays développé alors que sur le plan spirituel, non. Sur le plan éducationnel, non. Sur le plan politique, non. Sur le plan historique, sur le plan économique, tous les aspects sont négatifs. Mais comment voir... Et alors, donc, vous voulez conclure avec une autre opinion qui estime que le FMI et la Banque mondiale sont les instruments d'oppression des pays pauvres? Non, moi je ne peux pas dire ça comme ça. Parce que dire ça comme ça, c'est trop facile. En quoi ils sont les instruments d'oppression? Parce que quand on dit vous êtes des bébés, vous ne comprenez, nos pays sont jeunes, ne comprennent pas encore beaucoup de choses. Ah non, il y a 60 ans, nous sommes devenus indépendants. Ok, si vous êtes devenus indépendants depuis 60 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour maîtriser, pour vous connaître vous-même, afin de faire de bonnes demandes auprès du Fonds monétaire, afin d'orienter vos demandes, vos objectifs auprès du Fonds monétaire? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que le Fonds monétaire, quand il vient, vous pouvez lui dire, non, monsieur, vous venez avec telle idée, mais ce que vous nous proposez ne cadre pas avec nos réalités. Eh bien, voilà mes réalités, voilà ce que... Est-ce que nos pays sont-ils capables de riposter de cette façon-là? Et de défendre, même pas riposter, mais de développer une défense
qui pourrait les amener à se faire comprendre du Fonds monétaire, à se faire respecter du Fonds monétaire en disant oui, ces gens ici ont raison, il faut qu'on tienne compte de telles réalités. Il faut qu'on tienne compte de telles réalités. Donc, est-ce que nous le faisons? Mais si nous ne le faisons pas, nous allons nous plaindre auprès de qui? Mais du côté du Fonds monétaire, nous disons, vous aussi Fonds monétaire, vous savez que l'approche risque existe. Parce que quand vous appliquez cette approche risque, vous allez programmer un programme égal tel pays, et non un programme pour tous les pays. Mais chaque pays aura ses objectifs globaux, ses objectifs spécifiques, ses objectifs d'une façon bien analysée. Et surtout liés aux réalités. Aux réalités, justement. Donc quand les objectifs sont bien définis, liés aux réalités, bien sûr, les risques aussi seront adaptés à votre environnement, à votre pays, et ainsi de suite. Le traitement aussi va dépendre de ça. Avec les conditions de prêt souvent assorties de conditions politiques comme le respect des droits de l'homme et autres règles démocratiques. Ça, c'est bien. Non, mais la conditionnalité, ne les négligez pas, ça c'est important. C'est ça. Non, la conditionnalité, vous voyez, les fonds monétaires, comme je l'ai dit, ce sont des biens de l'humanité. Ce sont des institutions internationales. Donc, elles ne doivent pas être des institutions ouvertes, n'importe qui va faire n'importe quoi. C'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine réglementation aussi. C'est normal. La réglementation doit être de rigueur. Mais maintenant, vous, pays demandeurs, c'est à vous de faire voir au Fonds monétaire que ce que vous nous donnez, en tout cas, ça ne va pas nous aider pour telle raison, telle raison. Et si vous-même vous ne faites pas cette étude-là, vous voulez que le Fonds monétaire la fasse pour vous parlez de la rigueur, mais si on demande dans le rapport de force, si on demande la même rigueur pour la Russie, la Chine, ou bien le Japon, la Corée, contre la RDC, ce ne sont pas les mêmes conditionnalités. Mais est-ce que les fonds par moment, les réalités en termes de respect des droits humains, par exemple, peuvent être les mêmes, peut-être pires. Mais tant mieux. Mais est-ce que vous avez déjà appris que la Russie a sollicité un programme du Fonds monétaire? Ou peut-être que la Corée a sollicité un programme, ou la Chine? Non. Mais c'est parce qu'eux-mêmes se prennent au sérieux, de sorte que le Fonds monétaire ne viendra pas. Le Fonds monétaire ne dit pas RDC, je dois venir chez vous pour faire ça et ça. Non. Il faut qu'il y ait aussi l'assentiment de vous-même RDC. Qu'est-ce que vous voulez? Non, moi j'ai besoin de l'aide pour ça et ça. Si vous n'êtes pas bien préparé. Mais les contraintes sont telles qu'on vous obligera à entrer dedans. Pas nécessairement. Dans certains pays occidentaux. Pas nécessairement. C'est-à-dire les pays occidentaux ne vous demandent d'entrer dans les fonds monétaires que si vous avez besoin de leur argent. Quand vous voulez demander, France, donnez-moi 100 millions, ok. Mais je vous oriente. Passez d'abord par les fonds monétaires, parce que les fonds monétaires vont au moins garantir le remboursement de cette. Ah, mais je sais, mais ça ne va pas, ça. Non, c'est vous qui avez demandé. Mais si vous étiez sérieux en vous-même, vous pouviez peut-être demander même. Mais quand les États-Unis ont reconstruit l'Europe, il n'y a pas eu du fonds monétaire, c'est pas passé par le fonds monétaire. Non. Le plan Marshall, c'est autre chose. Il y avait aussi des conditions. Il y avait aussi des pays qui avaient refusé le plan Marshall. La Belgique était détruite, totalement détruite. Mais c'est là qu'il y a eu besoin du plan Marshall. Non, mais la Belgique était étendue jusqu'à RDC. Mais justement, c'est une raison. Oui. C'est une raison. Parce qu'elle avait la troisième monnaie du monde. La troisième monnaie du monde après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et c'est elle qui frappait cette monnaie. Les richesses étaient là. Mais facilement, vous pouvez dire, bon, vous, États-Unis, gardez votre argent, moi je vais ailleurs. Comme nous aussi, nous pouvons dire, nous avons besoin de ceci. Bon, nous allons fournir un effort pour mobiliser nos recettes internes. Peut-être que nous n'allons pas atteindre 20 milliards, mais on peut atteindre 10 milliards, 11 milliards. Petit à petit, nous allons évoluer. Ça peut aussi être une démarche. Mais quand nous ne faisons rien, nous croisons les bras, ceux qui veulent vous donner, taisez-vous, ne faites pas ceci, taisez-vous. Et on veut croire que Dieu descende pour mettre à notre disposition tout. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de l'instrument d'oppression, mais quand vous êtes déjà dedans, c'est-à-dire un programme avec le Fonds monétaire ou avec les donneurs occidentaux, et que vous vous tournez vers, par exemple, les pays asiatiques, vous avez des problèmes. On a connu ici. Tant mieux. Mais maintenant, on a connu ça ici. Oui, c'est-à-dire les dimensions politiques existent. Ça, je ne peux pas non plus les nier. Et les dimensions politiques existent. Mais, comme le disent les Chinois eux-mêmes auprès de qui nous avons demandé des fonds, le plus grand obstacle du monde, c'est soi-même. Raison pour laquelle je reviens à la connaissance même du pays. Est-ce que nous nous connaissons suffisamment?
On doit approfondir cette connaissance. Quand nous aurons approfondi la connaissance, maintenant nous saurons quels sont nos points faibles, quels sont nos points forts. Comme ça, les points forts, nous allons les renforcer, et les points faibles, c'est ce que nous allons mettre dans le programme pour dire, bon, nous allons commencer à régler ces points faibles petit à petit, on fera ceci. Bon, Chine, donnez-nous autant. En nous donnant 5 millions, nous savons que nous allons régler un problème. Et États-Unis, donnez-nous ceci. Donc ça, c'est une compréhension. Nous-mêmes, nous pouvons faire ça. Oui, mais vous parlez de se connaître soi-même, mais déjà nous connaissons l'un des aspects de ce que vous voulez dire, c'est le fait que nous sommes une économie dépendante, extravertie, on utilise même ce terme. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays pourrait sortir de ce carcan-là sans pour autant recourir à ces institutions qui sont expertes en la matière et surtout comment s'en sortir? Voilà l'intermédiaire entre nous, ces pays pauvres, et ces plus riches. Oui, justement, comment s'en sortir? C'est-à-dire, nous croyons que nous sommes dans un cercle vicieux, où nous sommes dans un gouffre, où on ne peut pas sortir le pays. Non, c'est faux. Nous-mêmes, d'abord, qu'est-ce que nous avons découvert comme failles? Parce que les points forts, quand ils sont là, les failles, on ne doit pas dire qu'on doit régler toutes les failles une fois pour toutes. Les failles, c'est petit à petit. Avec l'approche risque, j'insiste bien, avec l'approche risque, vous allez découvrir vos failles et vous saurez comment les gérer. C'est-à-dire être sous le joug de l'Occident, c'est un risque aussi. Maintenant, dans le traitement du risque, on vous dira comment éviter ce risque-là. Le gérer, c'est-à-dire aller dans la négociation. Or, dans la négociation, nous savons que par moment, ce n'est pas d'égal égal. Hein. Non, c'est-à-dire le monde, ne voyez pas le monde où le pays existait pendant 20 ans puis il va disparaître. Non. Notre pays existera de décennies, peut-être plus de siècles et de siècles. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous devons le faire, de sorte que les autres difficultés pourraient être résolues par la 3e, 4e génération. Il faut planifier toutes les choses là. Oui, mais ça veut dire que qui permet de faire tout il faut se mettre à genoux pour dire annuler la dette. Nous en avons assez comme ça, on ne peut pas payer, peut-être. Non, ça sont des solutions de faiblesse. Ça, nous l'avons fait aussi. Mais c'est ça, nous l'avons fait. On va négocier, pour résoudre la dette. Les plans de faiblesse. Oui, mais nous sommes dans cette position-là précisément. Mais nous sommes des faibles. Mais c'est ça le constat. Maintenant, comment sortir de cette situation? On vous dit, maîtrisez vos propres risques, adoptez l'approche risque, vous verrez que vous serez capable de découvrir toutes vos failles et vous saurez comment sortir de ces failles-là. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, ici, qu'on va sortir de cette façon. Non, c'est le résultat de la réflexion. Mais la réflexion doit être méthodique. Mais tant qu'on ne fait pas une réflexion méthodique, nous risquons de quel problème? D'une façon empirique, il faut faire ça ici. Non, c'est pas comme ça on a réglé. Alors dites-nous, M. Dieudonné, aujourd'hui la RDC, comment s'en sortir? La RDC, j'ai publié ça dans un ouvrage. Ce que je dis, ce n'est pas que c'est maintenant que je dois faire la réflexion. Prochainement, je vous enverrai cet ouvrage-là. Parcourez-le point par point et vous direz qu'il suffit de faire ça, nous allons régler le problème. Et les titres de l'ouvrage révèlent tout. La faiblesse du système fiscal de la RDC comme la cause la plus importante du sous-développement du pays. Pas une des causes. Je ne dis pas que c'est une des causes, c'est la cause la plus importante. Maintenant, c'est quand vous entrez dans ces termes-là que vous verrez, mais pourquoi c'est la cause la plus importante? Parce que nous sommes au XXIe siècle. Et tel que nous sommes là, c'est l'argent qui est à la base de tout. Quand nous avons l'argent, nous pouvons bien évoluer. Maintenant, pour avoir cet argent, qu'est-ce qu'il faut faire? On donne des réponses là-bas. Donc, ne croyez pas que c'est mystique. Ce n'est pas mystique, c'est la réflexion. Dans cet ouvrage, on vous donne des solutions. La gouvernance. Mais c'est parmi les éléments. Non, mais vous parlez de la fiscalité. Déjà, nous savons que les recettes dans la fiscalité, elles sont faibles, nos recettes. Oui. Généralement faibles, avec un budget que nous connaissons, qui semble être le dernier de pays même qui nous entourent. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas aussi l'image de ce que nous avons en termes d'efficacité dans la mobilisation? Mais bien sûr. Pourquoi nous avons des recettes faibles? Parce que notre politique n'est pas adéquate. Pourquoi nous avons des recettes faibles? Parce que notre histoire n'est pas bien connue des enfants. Parce que notre économie n'est pas à même de produire tout ça. Parce que notre culture, la culture de notre peuple n'est pas adaptée à parce que l'éducation n'est pas prête pour ça. J'ai dénombré
une dizaine de dimensions. Dans la gestion de l'ensemble. La vie de la nation dans l'ensemble, secteur par secteur. Qu'est-ce qu'il faut faire du côté historique? Qu'est-ce qu'il faut faire du côté économique? Qu'est-ce qu'il faut faire du côté éducation? Qu'est-ce qu'il faut faire du côté justice? Qu'est-ce qu'il faut faire du côté sécuritaire? Qu'est-ce qu'il faut faire du côté politique? Il y a plusieurs dimensions. Parce que toutes ces dimensions, in fine, empêchent que nous ayons beaucoup d'argent. Vous avez analysé le comportement de l'homme lui-même, l'homme congolais. Bien sûr. C'est-à-dire, mais dans chaque dimension. J'ai toujours pris un exemple qui fait rire même les gens. Par exemple, sur le plan culturel. Mais nous sommes dans la culture de la cueillette. La culture de la cueillette, c'est la culture de la facilité. Mais vous le voyez à longueur de journée. Préso. Vous sortez 1000 francs, vous donnez, on vous applaudit. Mais ça, c'est la facilité. Et avec un tel comportement, vous allez attendre un développement. Mais rien. Quand vous avez une culture, des gens qui refusent l'impôt d'une façon officielle, en disant que chez nous, il y a une tribu, j'ai toujours répété cet exemple, Wazimba, les Wazimba dans les Maniema. Ouais. Payer l'impôt, c'est la dépense la plus idiote qu'une personne peut faire. Quand vous avez déjà des gens comme ça, mais ce n'est pas qu'il faut les chasser ou il faut les punir, non, il faut les rééduquer. Comment? On donne des solutions dans l'ouvrage. Vous avez épinglé la corruption, les détournements des fonds. Tout ça, ça fait partie de la justice. Et l'organisation, surtout l'organisation. Nos services ne sont pas bien organisés. Pouvez-vous me citer un service de l'État qui est très bien organisé, disons les services publics? Pouvez-vous me citer un seul qui est très bien organisé? Mais parce que l'approche risque n'existe pas là-bas, s'ils peuvent dire oui, chez nous sommes organisés. Ah bon? Il suffit qu'on fasse des tests de maturité, comme on l'appelle. C'est fini, on vous démontre que vous n'êtes même pas bien organisé. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose de fondamental. On ne vient pas crier ici pour injurier quelque chose. Non, c'est pour attirer l'attention des gens que cette approche risque est une approche indiscutable pour améliorer le fonctionnement de nos services. Et quand nos services fonctionnent très bien, les autres choses aussi vont bien fonctionner. C'est ainsi que quand vous allez dans un pays, vous voyez l'état de la fiscalité de ce pays, vous pouvez comprendre l'âme de cet état-là. Parce que vous saurez que ces gens sont respectueux des biens de l'État. Vous savez que ces gens font bien leurs choses ici. Ils sont bien éduqués. La finalité, c'est à partir de l'impôt, on peut avoir cette précision. Et quand on vient chez nous, comment expliquer un Chinois? Chez lui, il paye correctement les impôts. Mais quand il vient ici, il devient un gangster. Non, mais vous parlez du Chinois. Ça prouve quoi? Parlons du Congolais. Quand on a instauré l'hyper, c'est que ça a suscité. Bon, voilà, revenons même sur le RAM. Comment vous réagissez? Non, les rames, je n'ai pas encore bien pénétré la situation. Mais au moins l'hyper, vous pouvez placer un mot. À part l'hyper, il y avait même quand on avait demandé à ce que les petits vendeurs puissent payer 50 000 francs par an, pas par mois. Aujourd'hui, c'est 30 000 francs. On a réduit à cause des réactions des gens. Mais à l'époque, c'était 50 000 francs par an. Ah non, mais moi je n'ai que 5 chikwang que je vends ici. Comment on me demande de payer 50 000 par an? Mais une petite démonstration, vous faites une petite démonstration. Ah bon, maman, par jour, vous vendez combien de chikwang? Et par semaine? Et par mois? Elle-même se dit oui. Donc je peux mobiliser par mois plus de 200 000 francs. En vendant mes chikwang, par mois, je peux avoir plus de 200 000 francs. Ah, c'est pour la survie, tout ça. Pour la survie, maintenant on vous dit, bon, si les 200 000, 50 000 divisé par 12, c'est combien? Même pas 5 000. Est-ce que par mois, vous ne saurez pas dégager 4 500 à mettre de côté pour l'impôt? Mais les dames là, c'est aisé. Oh non, moi je ne vends que ceci. Même gymnastique. Ah oui, effectivement. Mais en théorie, c'est aussi facile, hein, parce que vous parlez des dames qui se réveillent trop tôt le matin. Vous posez la question à ces dames-là, même les femmes qui vendent du pain, vous posez la question. Ce n'est pas vous qui répondez. Vous faites quoi? Ah non, moi j'ai fait ça et ça et ça. Ah, mais si vous... Est-ce que dégager 4 500 par mois, c'est vraiment tuer votre commerce? Oh non, mais alors, on ne vous a pas demandé 10 000. Voilà, c'est Constantin, nous avons terminé cette émission. On va vous demander, pour la conclure, ça c'est la deuxième, nous avons dit que c'est une émission conclusion. Alors pour conclure, le Fonds monétaire, son rôle est-il prometteur? Faut-il continuer? Faut-il en sortir?
Quoi faire exactement? Non. Comme je l'ai dit au départ, on ne peut pas oser demander la fin du Fonds monétaire. Le Fonds monétaire est une institution importante comme la Banque mondiale. Maintenant, c'est question que nous, les bénéficiaires de leurs effets, c'est-à-dire de leur travail, que nous puissions leur démontrer comment peuvent-ils orienter leur méthodologie de travail. Voilà, Constantin, nous avons terminé. Nous disons merci à Dieudonné Fumani, notre juriste fiscaliste qui s'est donné la peine d'écrire sur le Fonds monétaire international. J'espère qu'à l'issue de ces 2 émissions, tout a été dit, tout a été compris. C'est sûr qu'on aura encore des réactions. Si elles sont beaucoup plus pertinentes, on ne manquera pas de vous les transmettre pour une autre discussion. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.